Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir, cette vidéo ne parlera pas de l'attaque des titans pour une fois. J'essaye tout doucement d'élargir un peu mes champs, SNK c'est cool, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Évidemment il me reste encore plein de vidéos à faire sur SNK, mais j'en ferai aussi sûrement sur plein d'autres animés. Pour l'instant j'ai surtout Made in Abyss, Monogatari et l'ère des cristaux en tête. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez certains sujets ou questions sur certains animés. J'en ferai peut-être une vidéo, qui sait. Donc comme je le disais, pas de SNK aujourd'hui, on va parler de la théorie des jeux via l'anime Talentless Nana. L'anime Talentless Nana qui vient de se finir la saison précédente, qui était vraiment excellent, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. C'est un espèce de mix entre Death Note, Among Us et My Hero Academia. C'est très très bon. Allez au moins voir l'épisode 1 pour comprendre cette vidéo, sinon ça risque d'être un peu flou. Et on terminera en parlant aussi un petit peu de Black Clover. Alors c'est parti. Alors, la théorie des jeux. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la théorie des jeux? La théorie des jeux, déjà ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, malheureusement. On peut en appliquer à certains jeux, comme Among Us notamment, mais ça reste pas le sujet principal. Le principe de la théorie des jeux, c'est de s'appliquer en politique, en études sociales, etc. Ça peut paraître un peu complexe dit comme ça, mais franchement c'est super facile à comprendre, donc ne soyez pas intimidés par les mots compliqués. Donc ce qui va être super intéressant avec l'anime Talentless Nana, c'est que dès l'épisode 1, il y a déjà plein de choses à dire sur les décisions stratégiques qu'ont pris les personnages, et notamment Hiragi, le personnage principal, qui va dans le premier épisode décider que sa première victime sera Nakajima, donc le mec qui arrive à annuler le pouvoir des autres. Et c'est absolument pas mis en avant dans l'anime, mais ce choix-là est déjà super important et relève de plein de réflexions et plein de dilemmes et de choix qui ont été faits par Hiragi au moment où elle a décidé de faire son premier kill. On l'entend plusieurs fois dire que Nakajima est probablement le plus dangereux et le prodige avec le plus de potentiel de toute la classe. Et sur le moment, on le boit un peu comme ça, mais après réflexion, on est en droit de se demander pourquoi elle considère que c'est une menace importante. Parce que son pouvoir est tout sauf offensif. Justement, en plus, il pourrait même être un handicap, vu que la seule chose qu'il peut faire, c'est annuler le pouvoir des autres. Hiragi dit aussi dans un de ses monologues qu'il a le potentiel d'être le leader de tous les prodiges, et que c'est ça qui le rend dangereux. Mais quand on le regarde de loin, il a vraiment l'air de tout sauf d'un leader. C'est plutôt même une espèce de gros loser, une tête de turc comme elle le dit. Et en réalité, elle a raison. Et le problème, c'est pas vraiment la personnalité de Nakajima, à savoir il a une personnalité de leader ou quoi, mais tout le mérite revient entièrement à son pouvoir. En fait, son pouvoir est extrêmement fort, c'est même probablement le plus fort de tous ceux qu'on a vus, sauf peut-être le mec... un mec qui arrivera plus tard, mais je vais pas vous spoil. Si vous avez pas vu l'anime, allez voir l'anime. En fait, Nakajima, on s'en fout si c'est un bon leader ou pas. Devenir un leader, ça s'apprend. Et il aura l'occasion de l'apprendre dans sa vie, avec son pouvoir. Son pouvoir lui donnera sûrement beaucoup d'opportunités de devenir un bon leader. En fait, ce qui le rend dangereux, ce qui fait que son pouvoir est si dangereux, c'est justement la théorie des jeux. Stratégiquement, c'est clair que le pouvoir de Nakajima est le plus puissant de tous. Et c'est clairement une menace prioritaire à éliminer. Et il y a deux raisons principales à ça, qui relèvent toutes les deux de la théorie des jeux. Et principalement, au sein de la théorie des jeux, on va parler du dilemme du prisonnier. Donc le dilemme du prisonnier, c'est probablement la partie de la théorie des jeux qui est la plus connue, mais je vais vous la récapituler quand même, c'est assez simple. Imaginons que deux prisonniers se fassent arrêter pour un braquage. On les prend séparément dans deux chambres et on les interroge, et la situation est la suivante. Chaque prisonnier a le choix entre se taire ou dénoncer l'autre. Si les deux se taisent, ils prennent chacun 1 an de prison. Si les deux se dénoncent, ils prennent chacun 5 ans de prison. Par contre, s'il y en a un qui dénonce l'autre et que l'autre se tait, celui qui a dénoncé est libre, et celui qui n'a pas dénoncé prend 10 ans de prison. Donc globalement, ce qu'on se dit naturellement, c'est qu'ils ont tous les deux intérêt à se taire, parce qu'il n'y aura que 2 ans de prison au total. Mais le problème ici, c'est quelque chose qu'on appelle l'équilibre de Nash. Et l'équilibre de Nash, dans tout dilemme du prisonnier, parce qu'évidemment ce dilemme il peut prendre plein de formes différentes et on le verra par la suite. Le problème avec l'équilibre de Nash, c'est qu'il vise pas la solution qui est la plus optimale pour les deux, il vise la solution qui est la plus optimale pour une seule personne. Parce que chaque prisonnier, de la même façon que chaque joueur dans n'importe quel dilemme du prisonnier, ne peut influencer que son choix à lui. Il a aucun moyen d'être sûr que l'autre va pas trahir, de la même façon que quand tu fais un arrangement avec quelqu'un, t'as aucun moyen d'être sûr qu'il va respecter sa promesse. Et donc si on compare cette fois les possibilités du point de vue d'une seule personne, si toi
tu es dans cette situation-là si tu décides de te taire. Soit tu prends 1 an de prison, soit tu prends 10 ans de prison, en fonction de ce que l'autre va faire. Tandis que si tu choisis de dénoncer, soit tu prends 5 ans de prison, soit tu es libre. Donc dans le cas où tu te tais, si tu fais une moyenne, tu as soit 1 an, soit 10 ans de prison. Au total, 11. Tandis que dans le cas où tu dénonces, soit tu as 5 ans, soit tu as 0 ans. Donc au total, 5. C'est 2 fois plus rentable et c'est là qu'il est l'équilibre de Nash en fait. L'équilibre de Nash, il est dans le fait que peu importe les intentions des deux joueurs, la situation où ils décident de trahir sera toujours la plus optimale. Et le cœur de l'équilibre de Nash, il est dans le fait qu'il n'y a aucun moyen d'être sûr que l'autre va respecter son arrangement. Parce que si on se décide avant, si les deux prisonniers, avant d'être interrogés, décident mutuellement de ne pas se dénoncer pour être sûr de ne prendre qu'1 an, en fait, à tout moment, l'autre, il peut se dire « Ah mais si là maintenant, comme je suis sûr que l'autre va pas me dénoncer, si là maintenant je décide de le dénoncer, au lieu de faire 1 an, je serai libre. » Et comme l'autre va aussi faire ce raisonnement-là, on retombe inévitablement dans l'équilibre de Nash. Et c'est une situation qui était exactement la même pendant la guerre froide. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. À savoir que pendant la guerre froide, les États-Unis et la Russie avaient le choix soit de se préparer à la guerre avec les armes nucléaires, soit d'utiliser cet argent pour faire autre chose. Et le problème, c'est que si tous les deux utilisaient leur argent pour faire autre chose, comme investir dans l'éducation, ils y gagnaient tous les deux quelque chose. Par contre, si un des deux pays investissait cet argent dans des choses plus utiles, mais que l'autre pays investissait dans les armes nucléaires, il avait maintenant un moyen de pression et il pouvait devenir la première puissance mondiale. Donc ils étaient tous les deux obligés de fabriquer des armes nucléaires, pas pour les utiliser, mais pour empêcher l'autre de l'utiliser. Parce que la question, c'était pas est-ce que l'autre pays va utiliser les armes nucléaires sur moi ou pas, la question c'est est-ce que l'autre pays a la possibilité de le faire. Je pense pas qu'à aucun moment ils se sont dit on va fabriquer des armes nucléaires pour les balancer sur l'autre pays. C'est juste qu'ils étaient obligés de le faire pour respecter l'équilibre de Nash. Et cette situation, on retrouve exactement la même dans l'épisode 1 de Talentless Nana. Et c'est ça qu'en fait ils essayent de nous faire comprendre un peu maladroitement au début, avec tout le petit arc un peu chiant de conflit entre les deux caïds, le mec qui tire des boules de feu et le mec qui fait de la glace. Ils se battent pour savoir quel est le leader. On a l'impression que c'est un peu un arc chiant pour nous faire croire que c'est un anime à la My Hero Academia et à la fin en fait non, c'est un truc trash avec des tueurs. Mais pas du tout, ça a une utilité super importante. Cet arc il sert à nous faire prendre conscience que le dilemme du prisonnier est présent aussi dans cet animal-là et aussi dans cette situation-là. Et donc là, la situation du dilemme du prisonnier, elle est la suivante. Les prodiges qui ont les pouvoirs les plus forts, donc à savoir dans cette situation-là, le mec qui tire des boules de feu et le mec qui fait de la glace, ils ont le choix entre tous les deux collaborer ensemble pour affronter les ennemis de l'humanité, ou utiliser son pouvoir pour asservir l'autre et devenir le leader de la classe, et donc avoir le plus de pouvoir. Et le problème, c'est que évidemment, ils ont tous les deux intérêt à collaborer parce qu'ils ont plus de chances de vaincre les ennemis de l'humanité s'ils collaborent. Mais le problème, c'est que s'ils décident tous les deux de collaborer et que l'un des deux va utiliser son pouvoir dans le dos de l'autre pour le rendre HS, alors il deviendra le prodige le plus puissant de la classe et il pourra diriger la classe, tout en affrontant évidemment les ennemis de l'humanité, mais en plus de ça, il aura gagné le fait d'être le leader, il aura gagné du pouvoir. Et les deux mecs ont beau faire tous les accords qu'ils veulent et s'entendre aussi bien qu'ils veulent, ça va pas changer le fait que à tout moment, c'est possible qu'il y en ait un qui décide de retourner sa veste et de prendre le pouvoir. Et l'équilibre de Nash, c'est vraiment un truc super important, c'est vraiment à la base de la politique et de beaucoup de choses dans notre société. Et on en voit le reflet dans cet animé et c'est ça qui est si bien fait. Parce qu'ils ont beau, dans l'animé, nous présenter ces personnages-là comme des espèces de débilos qui réfléchissent pas, l'équilibre de Nash et la théorie des jeux, c'est tellement puissant que le fait qu'ils soient complètement débiles influence absolument pas la situation du dilemme du prisonnier. Imaginons que tous les mecs dans la classe c'était des Light Yagami, des L, des Hiragi et tout ce que tu veux. La situation serait la même. La seule différence c'est que les mecs avec 200 de QI, ils ont conscience de la situation du dilemme du prisonnier dans laquelle ils sont. Et les gros débilos, ils en ont pas conscience. Mais ça va pas changer le fait qu'ils sont tous obligés de respecter l'équilibre de Nash, sinon c'est défaite instantanée. Et donc on en arrive à ce moment où Hiragi se rend compte que le pouvoir de Nakajima est extrêmement dangereux et que c'est une menace prioritaire à éliminer. Et il y a deux raisons à cela. Une raison à long terme et une raison à court terme. La raison pour laquelle, à long terme, Nakajima est une menace prioritaire à éliminer, c'est qu'en fait son pouvoir est tellement puissant et surréaliste qu'il brise l'équilibre de Nash, qui est littéralement le principe qui domine, nous, notre société actuelle. Et donc si on revient à une situation comme la guerre froide.
La solution pour éviter la situation d'équilibre de Nash, qui est globalement une situation de défaite pour les deux camps, parce qu'ils investissent énormément d'argent dans des armes qu'ils savent qu'il ne va pas utiliser, la solution à ça serait d'avoir un maître du jeu, un personnage qui est extérieur et qui n'est pas impliqué dans le jeu entre les États-Unis et l'URSS, mais qui est capable d'intervenir pour forcer les deux à respecter leur engagement de ne pas utiliser l'arme nucléaire. Si on a un maître du jeu, une façon, si les deux pays peuvent être sûrs à 100% que l'autre va respecter son engagement, alors ils n'ont pas besoin de faire d'armes nucléaires et ils peuvent faire le choix de investir leur argent dans des choses plus utiles. Et là, c'est la situation gagnant-gagnant. Mais le problème, c'est que créer un maître du jeu, c'est super dur parce que avoir une entité qui est capable de soumettre un pays comme les États-Unis ou l'URSS, ça implique d'avoir cette entité-là qui soit plus puissante qu'eux. Et du coup, tu leur donnes du pouvoir. Et là, la situation, elle revient au début, à savoir que maintenant, on a un troisième joueur qui a le choix de respecter son rôle et forcer les deux pays à utiliser leur engagement, ou utiliser ce pouvoir qu'ils ont pour dominer le monde en fait. Parce que là, on a une nouvelle puissance mondiale qui naît. Et de nouveau, on n'a aucune façon d'être sûr que cette puissance va utiliser son pouvoir pour empêcher les deux pays d'utiliser l'arme nucléaire, ou pour eux-mêmes faire des armes nucléaires, ou dominer toutes les puissances mondiales. C'est pour ça que un maître du jeu, c'est quelque chose d'aussi surréaliste. C'est parce que c'est impossible d'en faire un, ça n'existe pas. Et c'est ça qui est super stylé dans Talentless, c'est que comme c'est une fiction, on peut inventer un personnage qui a ce rôle de maître du jeu. Et donc là, on peut se poser la question, à quoi ça ressemble concrètement un maître du jeu? Alors si dans notre monde, on devait avoir un maître du jeu, ce serait un groupe de personnes, une entité ou quoi que ce soit, qui a en fait un pouvoir, mais qui est un pouvoir unilatéral, ou alors un espèce d'anti-pouvoir, à savoir que ils ont la capacité unique de contrer une force militaire, de pouvoir d'un claquement de doigts annuler une ogive nucléaire, empêcher un bataillon, une armée, des tirs d'avoir lieu, mais d'un autre côté, c'est pas un pouvoir qui permet de prendre le dessus. En fait, c'est un pouvoir qui serait uniquement défensif. Et ça, évidemment, c'est une fiction, ça n'existe pas dans notre monde. Il n'y a pas moyen d'avoir un groupe de personnes qui est capable de surpasser un missile nucléaire, mais à la fois qui se fait battre par n'importe quoi. Donc techniquement, un maître du jeu, ça doit correspondre au profil de l'espion dans le jeu du Stratego. Donc si vous connaissez pas le Stratego, c'est un jeu où on a c'est un jeu assez connu où on a plein de petits pions, un peu comme les échecs, et où chaque pion a un rang. Au plus le rang est élevé, au moins il y en a. Et donc, on sait pas quel est le rang du pion en face, on prend notre pion, et donc si moi j'ai un maréchal et que je tombe sur un personnage qui est plus haut gradé, c'est lui qui gagne et le mien meurt. Et donc, il y a plusieurs de chaque rang, et tout en haut, il y a le maréchal qui est seul, qui bat tous les autres pions, sauf l'espion. Et l'espion, il peut tuer le maréchal, mais il peut tuer que le maréchal. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui résout l'équilibre de Nash, mais qui n'existe pas dans notre société parce que c'est une fiction. Et donc si on compare l'espion du Stratego à Nakajima dans Talentless, on se rend compte qu'en fait c'est littéralement la même chose. À savoir qu'il a un pouvoir qui peut battre même les pouvoirs les plus puissants imaginables par un prodige. Par contre, s'il est face à deux mecs qui ont un flingue ou un couteau, c'est fini. Il peut rien faire avec ce pouvoir-là. Et donc en fait la puissance du pouvoir de Nakajima, elle est dans le fait que en tant que leader, s'il devient le leader, il a la capacité de briser l'équilibre de Nash et du coup de devenir le maître du jeu. C'est un avantage que les prodiges auraient sur l'humain qui est beaucoup trop puissant en fait. À savoir que nous, dans un conflit, on est obligé de soupçonner notre allié. Le seul moment où on ne le soupçonne pas, c'est quand il a aucun avantage à nous trahir. Tandis que eux, ils sont sûrs que personne va trahir, parce que s'il y en a un qui essaye de trahir, il y a Nakajima qui peut intervenir avec son pouvoir. Et donc personne n'aura envie de trahir, parce que ce sera plus la situation d'équilibre de Nash. La situation d'équilibre de Nash, c'est la situation de collaboration qui est la plus bénéfique pour tout le monde. Et donc au long terme, si Nakajima arrive à faire comprendre qu'il a le potentiel de devenir le leader des prodiges, au long terme c'est une menace à éliminer. Mais le truc avec son pouvoir, parce que c'est pas son seul avantage, c'est que c'est aussi une menace pour Hiragi au court terme, à savoir dans ce rôle d'éliminer les prodiges au sein de l'école. Et pour ça va plus falloir se pencher sur le rôle de l'imposteur, qui est le rôle de Hiragi. Et donc en tant qu'imposteur, au plus il y a de désordre dans la situation, au mieux c'est. Parce que quand c'est le désordre, les kills sont beaucoup plus faciles à faire, parce que t'as pas besoin de faire trop attention à tes alibis.
quand la situation est trop ordonnée, au moment où tu fais un kill, les gens vont chercher pour des indices et la piste va automatiquement revenir vers toi, sauf si tu as réussi à extrêmement bien cacher les indices. Et le problème avec la situation désordonnée, c'est que comme on est dans une situation où il y a un imposteur qui fait face à plusieurs ennemis, la condition de victoire de l'imposteur, elle est singulière. Donc elle est plus difficile à atteindre parce qu'il est seul, mais l'avantage c'est que l'imposteur, il a besoin que de lui-même pour atteindre sa condition de victoire. Tandis que les adversaires, c'est plus facile pour eux parce qu'ils sont plus nombreux, mais ils ont besoin d'agir ensemble. Et donc dans une situation désordonnée, chacun agit pour son propre intérêt. Et donc l'imposteur, il est dans une situation favorable parce que lui, quand il agit pour son propre intérêt, il gagne. Tandis que les autres, ils avancent pas en agissant pour leur propre intérêt. Et donc Hiragi, elle a tout intérêt à provoquer le plus possible de désordre au sein du groupe. Et le problème, c'est que le pouvoir de Nakajima, en plus de briser l'équilibre de Nash, il a aussi la possibilité d'imposer son propre tempo. À savoir que si tout le monde commence à paniquer, il peut annuler les pouvoirs de tout le monde. S'il y en a un qui commence à vouloir buter n'importe qui parce qu'il pense que c'est lui, parce qu'il se sent menacé ou quoi, Nakajima, il peut stabiliser la situation. Il peut annuler tous les pouvoirs autant qu'il veut, jusqu'à ce que tout le monde reprenne son calme. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir prendre le temps de faire des décisions ensemble et prendre des décisions rationnelles, trouver des indices, remonter la piste, et là, Hiragi, elle est dans la merde. Et c'est une des autres raisons pour laquelle Nakajima est une cible prioritaire à éliminer. Parce que si on avance un peu plus loin dans l'anime, on voit qu'elle arrive à gagner la confiance des autres membres de la classe. Et en devenant le leader de la classe, elle obtient le pouvoir de contrôler le désordre. Donc à tout moment, elle peut, grâce à la confiance que les élèves ont en elle, créer une situation de désordre qui va être favorable pour elle. Et de nouveau, le problème avec Nakajima, c'est que il va contrer ce désordre. Si à un moment, elle a suffisamment gagné la confiance des élèves que pour pouvoir faire un 50-50 comme dans Among Us, avec Ogura qui est le seul mec qui la soupçonne, elle pourrait faire un kill en présence d'Ogura et les élèves la croiront suffisamment que pour pas la soupçonner, et à ce moment-là, elle peut créer une situation de désordre en faisant paniquer tout le monde, en leur faisant croire que c'est Ogura l'ennemi et tout. Et à ce moment-là, si Nakajima était présent, il avait juste qu'à annuler tous les pouvoirs de tout le monde jusqu'à ce que le calme revienne. Et à ce moment-là, inciter les élèves à réfléchir rationnellement, à trouver des pistes, et en observant la scène du crime, ils en seraient arrivés à la conclusion que c'est Hiragi qui a commis le meurtre. Et toutes ces situations, toutes ces idées, tous ces concepts d'équilibre de Nash et de théorie des jeux, c'est des choses auxquelles le mangaka a réfléchi et qu'il a vraiment très très bien mis en scène dans l'anime et dans le manga. Et évidemment, de l'écriture aussi développée, on peut en retrouver dans des œuvres comme Death Note. Il faudrait que je me replonge dedans parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu Death Note, mais je vous invite vraiment à le relire ou à le revoir et à réfléchir constamment avec cette idée en tête d'équilibre de Nash, surtout entre elle et Light. Et donc je vais conclure cette vidéo et ces concepts de théorie des jeux dans les animés avec un dernier contre-exemple qui est Black Clover. Alors, je trouve personnellement que Black Clover, ils sont vraiment passés à côté de quelque chose avec le pouvoir d'Asta, à savoir qu'ils traitent le pouvoir d'Asta, qui est le pouvoir d'anti-magie avec son épée, comme si c'était juste un pouvoir plus fort que les autres. C'est ça qui le rend spécial. C'est qu'il a une épée unique, qui le rend plus fort que les autres, et c'est super cool, de la même façon que Naruto, il a un démon dans son bide, etc. Et en fait, il passe vraiment à côté de quelque chose, parce que si on y réfléchit, si on lui retire son anti-magie, Asta, c'est juste un mec avec une épée. Et donc dans un duel, à partir du moment où il se retrouve face à deux mecs, donc imaginons deux magiciens, il annule leur magie. Si les deux magiciens, ils ont chacun une petite dague, il peut rien faire. Parce qu'il est en 1v2 dans un combat d'épéiste. Et c'est juste ou un v3 ou un v4 ou tout ce que tu veux. Et donc dans Black Clover, il passe vraiment à côté de quelque chose parce que le véritable pouvoir d'Asta, c'est pas d'être super fort parce qu'il a un truc d'anti-magie et c'est dark et c'est stylé, etc. C'est qu'il a le pouvoir unique d'être le maître du jeu et de résoudre pratiquement tous les problèmes de la société, parce que fondamentalement l'équilibre de Nash c'est une des sources de 80-90% des problèmes de guerre, de politique qu'on a dans notre monde. Et je reviens une nouvelle fois sur ce que je disais dans la vidéo précédente, que c'est important de ne pas avoir que des animés shonen bébêtes sans aucune thématique, parce qu'avec Black Clover, ils auraient pu de façon super intelligente et super stylée faire preuve d'une compréhension complète du monde dans lequel on vit et du monde fictif de Black Clover. Et du coup, au final, on se retrouve avec un univers dans lequel
des adultes de 50 ans qui sont à la tête d'un pays comprennent moins bien la politique qu'une gamine de 14 ans qui commet des meurtres en série sur une petite île. Mais bon, après, voilà, il faut pas commencer à rentrer dans une idée de mépriser tout ce qui va pas faire énormément d'efforts. C'est important d'avoir aussi de tout dans les animés, autant des trucs bons que des trucs moins bons, que des trucs drôles, caricaturaux, etc. Parce que, au final, c'est la diversité du média des animés qui fait son charme. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un pouce bleu. N'oubliez pas de commenter si vous avez des idées à partager, je les lirai sûrement dans la prochaine vidéo. J'espère que votre cerveau a grossi, j'espère que vous avez gagné des points de quotient intellectuel. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.